Bonjour Philippe Martinez, et vous enlevez votre masque. Bonjour. Le couvre-feu à 18h pour tout le monde, à partir de samedi, s'accompagne, on le sait, de nouvelles mesures économiques pour tenter d'amortir l'impact de la crise sanitaire. Est-ce que vous approuvez ce qui a été annoncé hier par le gouvernement, notamment sur le fonds de solidarité, sur les délais accordés aux entreprises pour rembourser leurs dettes ? Évidemment, le quoi qu'il en coûte, il faut qu'il soit effectif. Mais j'insiste de nouveau, quand on parle des entreprises, c'est beaucoup en direction des grandes entreprises. Mais les salariés, il y a encore des salariés qui vont rester au chômage partiel. Je vous rappelle qu'ils perdent 16% de leur salaire tous les mois. 84% du salaire net est versé aujourd'hui. Oui. L'entreprise est remboursée à 100%, mais les salariés touchent 84%. Donc, il y a besoin d'aider les salariés, alors ceux qui ont du travail, qui sont en activité partielle, mais ceux qui n'en ont plus. Et donc, là aussi, il y a besoin de mesures plus strictes pour empêcher les plans de restructuration. On a fait des propositions au gouvernement et pour l'instant, on a du mal à se faire entendre. Alors, il y a vos propositions. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a confirmé que l'État continuerait quand même, vous dites 84%, mais c'est encore l'État, c'est-à-dire finalement les contribuables, qui continuent de financer cette activité partielle dans les entreprises qui sont les plus touchées par la crise. Est-ce que vous approuvez cet effort qui est maintenu et qui est quasiment unique en Europe ? Oui, parce qu'on est un pays presque unique en Europe en matière de social. Donc ça aussi, il ne faudra pas l'oublier après la crise, que d'avoir des mesures sociales, c'est important pour préserver l'emploi, l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un certain nombre d'entreprises qui gagnent de l'argent, toutes les entreprises ne sont pas au bord du dépôt de bilan. Hein. Il y en a même qui distribuent encore des dividendes à leurs actionnaires. Eh bien, ces entreprises-là doivent faire preuve de solidarité et permettre aussi par une contribution, que les salariés soient payés à 100%. Donc c'est un message que vous adressez aux entreprises davantage qu'au pouvoir public aujourd'hui ? Il suffit de faire quelques décrets, vous savez, le gouvernement peut avoir la main, à condition qu'il tape un peu du poing sur la table. Et puis, il y a des entreprises qui continuent de licencier sous prétexte de Covid, alors qu'on pourrait appliquer des mesures d'APLD, chômage de longue durée, etc. On préfère licencier pour préparer l'avenir aussi, et puis que les actionnaires aient le sourire, plutôt que de continuer à essayer d'aider les salariés et maintenir l'emploi surtout. Qu'est-ce que vous préconisez, Philippe Martinez, dans les secteurs spécifiques les plus touchés par la crise, l'hôtellerie, la restauration ? On sait que des plans de licenciement sont notamment décidés dans les grands hôtels parisiens. Est-ce que la CGT se bat pour ces salariés-là aujourd'hui ? Il faut qu'il y ait des mesures spécifiques. Je vais parler du chômage de longue durée, par exemple, pour neutraliser cette période. Parce que quand ça va repartir, parce qu'on va bien y arriver, il faut que les salariés soient préservés et puissent reprendre leur activité. Je pense au secteur du tourisme. Et puis, il y a des mesures qui sont mal comprises. Pourquoi les gestes barrières seraient bien appliqués ou dans les centres commerciaux où il y a quand même un peu de monde, et puis moins dans les stations de sport d'hiver ou dans les centres de vacances de tourisme. C'est-à-dire, vous préconisez, vous, une réouverture, notamment dans les stations de sport d'hiver ? Ce que les gens ne comprennent pas, et ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi il y a des gestes barrières qui peuvent s'appliquer à certains endroits et pas à d'autres. Enfin, vous faites vos courses. Il y a quand même un certain nombre de centres commerciaux où il y a un peu de monde. Et il y a d'ailleurs un danger aujourd'hui et beaucoup de craintes sur une concentration éventuelle des courses qui seront faites avant 18h à partir de samedi. C'est le problème d'ailleurs du couvre-feu, parce qu'on annonce ça pratiquement du jour au lendemain sans prévoir l'organisation du travail. Vous voyez, par exemple, on pourrait faire en sorte qu'on réduise le temps de travail. On fera un essai, on réduit le temps de travail. Je sais pas, une demi-journée par semaine, on peut sortir plus tôt, ou 1 heure par jour, pour justement éviter cet engorgement. C'est ce que vous préconisez aujourd'hui, une réduction temporaire du temps de travail, vu l'organisation qu'il va falloir adopter. Nous, pas temporaire, mais c'est le moment d'essayer. C'est le moment d'essayer pour éviter les engorgements dans les magasins, parce qu'il faut aller chercher les mômes à l'école, etc. C'est-à-dire qu'on a la contrainte des 18 heures, mais rien pour essayer d'aménager. Il va falloir s'organiser dans les entreprises pour finir à 18 heures. Comment on va gérer est-ce qu'on va démarrer plus tôt, etc. On pourrait travailler un peu moins pendant cette période. Autre volet des mesures annoncées hier, l'éducation nationale. Les règles vont changer, notamment sur les horaires de cantine qui sont propices au brassage des élèves et donc à la circulation du virus. Est-ce que, selon ce que vous savez, les enseignants
les agents administratifs, et beaucoup sont adhérents de votre syndicat, sont prêts à adopter ces changements. Et depuis le début, j'allais dire, de cette pandémie, il y a un problème à l'école. Elle reste ouverte néanmoins. Vous êtes favorable à cela ? Si les mesures sont adaptées à la venue des enfants, oui, des jeunes, oui, mais il y a un problème qui existait avant, problème d'effectifs, problème de locaux. Je pense aux universités. Il y a un vrai malaise chez les étudiants. Vous le citez souvent dans vos journaux. Eh bien, on pourrait là aussi embaucher plus, aménager des salles pour que les étudiants, et pas uniquement ceux en première année, puissent retourner à l'université. Et dans les écoles, vous préconisez, vous associez un mouvement de protestation, de grève le 26 janvier prochain. Sur quel motif aujourd'hui ? C'est des motifs qui existaient avant, je viens de vous le dire, et qui sont accentués et qui mériteraient d'autres réponses. Il y a des problèmes de reconnaissance des salaires, il y a des problèmes d'effectifs, tant chez les enseignants que dans le personnel administratif et de structure. Il y a des problèmes de locaux, de matériel, etc., etc. Soit l'école, c'est un atout pour un pays, et nous le pensons, l'éducation, c'est essentiel. Et donc, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, on met les moyens. Mais vous approuvez, on y revient quand même, le fait de garder au moins les écoles ouvertes à tout prix, même au prix de certaines concessions aujourd'hui. Non, avec les mesures, avec les mesures indispensables, c'est-à-dire les gestes barrières, les moyens humains pour assurer... Ils n'y sont pas, selon vous. Ils n'y étaient pas avant. Ouais. Donc, vous savez, cette crise, elle révèle tous les maux du travail, de la société que nous dénoncions avant, et ça les met encore plus. Vous voyez, le problème de chômage, la pauvreté qui augmente, oui, les bas salaires, ça existe. Le Ségur de la santé devait régler le problème de qualification du personnel soignant. Ils sont en colère aussi, d'ailleurs, il faut une journée d'action. Vous parliez à l'instant des centres commerciaux, de la difficulté de faire ses courses. On a appris il y a quelques jours qu'un rapprochement entre Carrefour, le géant alimentaire français, et le canadien Couche-Tard était dans les tuyaux, si j'ose dire. Or, on a aussi découvert que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, y était défavorable. J'imagine que vous aussi. Oui, c'est plutôt... Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, pendant cette pandémie, les affaires continuent. Hein, les gros sous circulent. Et puis, vous savez, ce genre de fusion, en général, c'est la casse de l'emploi. Et puis, il y a ce que soulève le ministre, à juste titre, c'est l'indépendance en matière de distribution alimentaire, sur la qualité des produits, etc. On ne peut pas dire que le Québec et la France, c'est les circuits courts, vous voyez. Donc c'est un rapprochement éventuel auquel vous... C'est un rapprochement capitalistique, comme beaucoup de rapprochements. Ça n'a aucun intérêt pour la population et encore moins pour les salariés qui, dans ce genre de cas, subissent les conséquences en matière de suppression d'emplois. Mais il est normal que l'État intervienne. L'État a les moyens d'empêcher ce genre de fusion. Si l'État n'intervient pas dans ce genre de choses, à quoi il sert ? L'État qui a... Si Emmanuel Macron arrive à ses fins, encore des projets dans ses cartons, la réforme des retraites n'est officiellement pas abandonnée. Ni celle de l'assurance chômage. Ni celle de l'assurance chômage. Vous y croyez ? Vous pensez que la réforme, notamment des retraites, peut être rediscutée avant la fin du quinquennat ? C'est dans un an. Je vous disais, ce qu'on me disait avant la pandémie sur la retraite, c'est encore plus valable aujourd'hui. Est-ce que pour régler le chômage, on va laisser travailler plus longtemps ceux qui ont du boulot? Non, il faut qu'ils partent plus tôt pour libérer de la place pour ceux qui n'ont pas de boulot. Nous, on est très logique. C'est dogmatique, cette réforme, c'est dogmatique. Sûrement que le président de la République prépare de façon politicienne sa candidature en 2022 en disant « Voyez, moi, je fais ce que je dis, etc. » Eh bien, c'est entendu ce matin de votre part, Philippe Martinez. Merci beaucoup. Merci à vous. Suite de Télématin avec vous, Damien Tesno. Merci, messieurs.